Maintenant, Fabien Durif, que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute à travers l'Observatoire de la consommation responsable. Donc, Fabien Durif a obtenu le doctorat en administration du programme conjoint HEC Montréal, UQAM, McGill, Concordia. Il est le directeur et cofondateur du groupe de recherche sur la consommation responsable ESG-UQAM, Observatoire de la consommation responsable, dont le but est de contribuer au développement de l'analyse scientifique et pratique du phénomène de la consommation responsable en donnant aux chercheurs universitaires et institutionnels, aux praticiens et aux citoyens accès aux connaissances existantes et à des données pertinentes et valides. Il est également initiateur de la première journée de réflexion sur la consommation responsable en partenariat avec Infopresse, Équiterre et Protégez-vous. Merci beaucoup, Fabien, d'être là. Bonjour tout le monde. La mise en marché des biens responsables, nous, c'est vraiment le cœur de notre travail. Donc, on travaille aussi bien l'offre que la demande. Quand je me doutais que les précédents panélistes allaient se concentrer beaucoup plus sur l'offre, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler beaucoup plus de la demande et on va se concentrer beaucoup plus sur le grand public ce matin. Donc, il n'y a pas vraiment de recette miracle sur comment réussir sur le marché des biens responsables au niveau du grand public, sinon je pense que toutes les entreprises seraient capables de le faire. Par contre, ce que l'on se rend compte, c'est que généralement, là où finalement l'on réussit ou on rate complètement sa stratégie, c'est au moment de la mise en marché des produits. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de greenwashing. Ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup d'entreprises vont complètement rater la mise en marché de leurs produits. Il y a des grandes compagnies qui finalement vont complètement réussir en ne produisant pas forcément des biens qui sont éco-responsables, mais parce que leur stratégie de marketing va être très bien ficelée. Il y a souvent des PME qui vont avoir une démarche extrêmement bien réalisée avant la mise en marché du produit et qui vont complètement se rater sur le marché pour de nombreuses raisons. Souvent parce qu'elles vont faire ce qu'on appelle de la myopie du marketing vert, parce qu'elles vont penser que l'argument environnemental est primordial pour de nombreux consommateurs. Donc elles vont surévaluer finalement l'argument environnemental sur le choix des consommateurs. Or, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'argument environnemental est souvent extrêmement loin dans le choix des consommateurs. Donc moi, j'ai concentré aujourd'hui sur les enjeux primordiaux aujourd'hui dans l'esprit des consommateurs. Je vais décevoir certainement beaucoup d'entre vous ici par rapport à où en est le consommateur aujourd'hui. C'est un consommateur qui est beaucoup plus égoïste, beaucoup plus individualiste que ce que l'on peut penser. Mais c'est un consommateur qui finalement joue avec le développement durable au niveau de son image. Mais bien entendu, les organisations ont tout intérêt à rentrer à l'intérieur de ce marché-là tout en gardant leurs propres valeurs. Quelques chiffres qui sont quand même assez encourageants. Vous avez l'étude de Nielsen qui sort généralement toutes les années. C'est une étude internationale sur le marché de la consommation responsable. Donc, vous avez ici un chiffre sur les ventes mondiales au niveau des marques qui ont un engagement durable. Les chiffres de cette année démontrent que ces marques-là ont une progression dans la dernière année de plus 4% versus les marques traditionnelles ont une progression inférieure à 1%. Bon, ce qui est très difficile dans ces études internationales de ce genre de cabinet-là, c'est qu'ils ne donnent pas les méthodologies puis la manière dont sont faites toutes ces études-là, mais on a des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Même chose sur la propension à payer plus cher. Il faut faire très attention parce que vous le savez très bien, il y a un très fort taux de désirabilité sociale sur la propension à payer des consommateurs. C'est très facile de mentionner que je suis prêt à payer plus cher lorsque j'arrive au moment d'achat. Généralement, je ne le fais pas. Je ne parle pas de moi, mais je parle de la plupart des consommateurs. Donc, si vous regardez, près de 66% des consommateurs ont mentionné cette année, dans la dernière année, qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour ces marques qui ont un engagement durable. Les statistiques augmentent beaucoup par rapport aux dernières années. Donc, c'est quand même encourageant parce que les prétentions à payer plus cher augmentent. Est-ce que dans la réalité, ça fonctionne? C'est pas sûr. Si vous regardez les comportements de consommation responsable ici au Québec, nous diffusons l'indice de consommation responsable. On peut dire que la consommation responsable elle s'installe ici. Dans le graphique, il y a des petites erreurs sur l'année 2011 et 2012, mais on a un indice qui généralement progresse. L'indice 2015 sort le 24 novembre et on a encore une progression cette année, on s'approche presque du 67, donc c'est quand même intéressant de voir qu'au fur et à mesure, on a quand même des comportements de consommation responsable, d'achat, de non-achat et de post-achat qui, au fur et à mesure, progressent au Québec. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'on a un resserrement entre les hommes et les femmes. Les femmes avaient toujours été celles qui étaient beaucoup plus actifs dans la consommation responsable. Maintenant, les hommes rentrent dans le marché. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes pour les entreprises, mais aussi pour les organismes, pour la sensibilisation. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte toujours à la différence de ce que mentionnent toujours les médias. Ce ne sont pas les jeunes générations qui sont actives dans ce marché-là, à part sur certains types de comportements comme le transport durable, non pas par volonté, mais par obligation la plupart du temps.
et sur les comportements de consommation collaborative, mais ce sont généralement les baby boomers, ceux qui généralement ont été les plus accusés, qui sont les plus actifs dans les comportements de consommation responsable. Donc le marché est véritablement dans les baby boomers. Ce sont eux qui finalement sont les plus actifs au niveau de la consommation responsable. Des comportements aussi qui sont diversifiés, qui ne sont pas au même niveau. On le voit, ça a toujours été le comportement de recyclage. Ce qui est intéressant, c'est les comportements de consommation locale. On va revenir très très rapidement, qui sont extrêmement forts ces dernières années. Aussi la déconsommation, ça fait partie de la consommation responsable, protection de l'environnement, etc. Je vais vous montrer ensuite. La niche aussi de consommateurs que l'on dit responsables, ce qui est intéressant, c'est qu'elle grossit d'année en année. On est rendu à peu près à 15% de la population québécoise qui ont un indice qui est supérieur à 80. Ce qui est très intéressant, vous allez le voir, c'est que ceux qui sont les consommateurs les plus responsables dans cette niche-là, leur motivation principale, c'est l'image. Donc, ceux qui pratiquent le plus, c'est pour le grand public, c'est vraiment notre niche, mais eux, ils le font pour des questions d'image. Donc, même ceux-là ne le font pas pour des bénéfices sociétaux. Donc, là aussi, il y a une grosse question à se poser, mais entre guillemets, ce qu'on regarde, c'est l'impact de leur type de consommation. Donc, ça vous dit qu'en termes de communication, il faut travailler la valorisation sociale, la valorisation de l'image personnelle, de l'acte qui va permettre au consommateur d'avoir une valorisation de son acte. Il se distingue des autres types de la population, surtout par l'achat de produits biologiques et équitables. Et vous doutez bien que ces produits-là permettent aussi de se distinguer en termes d'image sociale par rapport au reste de la population. Mais un citoyen, et on va axer là-dessus parce qu'on va comprendre, mais un citoyen qui est extrêmement sceptique, en gros, depuis 5 ans, ce qu'on voit, c'est que tous les taux de confiance envers les acteurs de la consommation responsable diminuent extrêmement fort, et on voit ça dans toutes les études internationales. Les taux de confiance envers les organismes accréditateurs officiels sur les labels sont extrêmement faibles. On tourne à peu près à 40%. Si vous regardez, par exemple, les publicités environnementales, vous avez à peine 16% des consommateurs qui ont confiance aux publicités environnementales. On est à 30% en 2010. Et surtout, ce qui est assez catastrophique pour les marques, c'est que vous avez moins de 15% des citoyens québécois qui ont confiance en l'engagement durable des entreprises. On était à un peu moins de 20%, un peu plus de 20% en 2010. Donc finalement, il y a un très fort scepticisme de la part des citoyens sur l'engagement durable des entreprises. Donc l'entreprise, finalement, part déjà avec un refus de la part du consommateur, une méfiance dès qu'elle commence à s'engager. Et ça, c'est dû à tout le greenwashing qu'il y a eu dans les années. Le pic du greenwashing, ça a été 2006-2007. C'était extrêmement négligeable, finalement, pour les entreprises qui, aujourd'hui, sont extrêmement actives là-dessus. Vous avez aussi un chiffre qui est assez intéressant ici, c'est qu'il y a un frein qui est extrêmement fort dans la consommation responsable, c'est l'utilisation commerciale de l'argument responsable. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui perçoivent que les entreprises utilisent cet argument-là pour vendre plus cher, pour avoir des parts de marché et pour être plus concurrentiels. Donc le consommateur, il va finalement rejeter ce type d'achat-là. Beaucoup de PME vont échouer sur le marché. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, elles vont avoir une mauvaise connaissance de la réalité du marché et des attentes des citoyens consommateurs. Donc je vais essayer d'aller très vite, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais première chose que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a un citoyen consommateur qui est peu expert, peu informé et qui est ambivalent dans son processus d'achat face au développement durable. Ce que les entreprises doivent comprendre, c'est qu'on a aussi un citoyen consommateur qui va suivre certaines tendances dans la consommation responsable. Il va évoluer dans ces types de comportements. Il y a des modes, il y a des tendances qui sont plus ancrées, il y a des tendances qui sont plus lourdes, puis il va évoluer dans ces types de comportements. Et enfin, vous le savez très bien, ces dernières années, on a un citoyen consommateur qui se détourne de l'économie traditionnelle. Donc il veut de moins en moins passer par les PME et les entreprises classiques. Donc du coup, il faut que ces entreprises-là se mettent à innover, parce que si le consommateur ne veut plus le passer par l'économie traditionnelle, il faut trouver une autre façon de proposer une offre qui est éco-responsable pour ces citoyens-là. Très rapidement, on a un consommateur qui généralement ne comprend pas l'impact environnemental. Ici, vous avez une question. Jusqu'à quel point connaissez-vous l'impact des produits que vous achetez et que vous utilisez? Vous le voyez, vous avez à peu près 15% qui connaissent les impacts les plus importants, 3,9% qui mentionnent « je connais très bien ce type d'impact-là ». Autre statistique, faible compréhension de l'éco-conception. Je vous les mets ici. Vous avez seulement 12% des consommateurs qui comprennent, qui savent que l'emballage représente moins de 10% de l'impact sur l'impact environnemental des produits qui protègent. Ici, vous avez quelque chose aussi intéressant sur le cycle de vie du produit.
vous avez la perception chez la plupart des consommateurs que l'étape qui est la plus polluante, finalement, c'est la disposition de la fin de vie du produit. Donc, le consommateur, finalement, ne comprend pas le cycle de vie du produit, ce qui est généralement qui n'est pas très aisé aussi. La semaine dernière, nous avons sorti un indice pour Éco-entreprise Québec, un indice de compréhension d'un éco-emballage. Le score est extrêmement faible, bien entendu. Le consommateur ne comprend pas ce qu'est un emballage qui est éco-conçu, ne comprend pas finalement de l'éco-conception de manière générale, hein, il ne faut pas aller plus loin que ça. Donc les étapes du cycle de vie d'un emballage, les étapes de l'éco-conception, le consommateur ne comprend pas. La seule chose qu'il comprend à peu près, c'est la fabrication. Le reste est extrêmement nébuleux pour le consommateur. Dans toutes nos études, ce qu'on se rend compte, c'est que les terminologies qui sont utilisées par les entreprises dans la communication, éco-conception, cycle de vie, gaz à effet de serre, empreinte carbone, carbone neutre, toutes nos études le démontrent, le consommateur ne comprend pas ces mots, ne comprend pas la signification, n'est pas capable de mettre des mots là-dessus. Donc, forcément, l'utilisation de ces mots-là n'a aucun impact sur le consommateur, si ce n'est de mettre de la confusion dans son esprit. Et quand on essaye de rentrer dans la compréhension finalement de ces concepts-là, on se rend bien compte que le consommateur n'est pas capable. Alors, la stratégie qu'utilisent beaucoup mieux les Européens dans la communication, sont ce qu'on appelle les nudges verts. Donc, c'est des simplifications des jeux qui sont utilisés, ce que ici, la plupart des entreprises ne font pas et ne sont pas encore capables de faire dans leur communication. Ensuite, ce que pensent à tort et à travers les entreprises, ce qui est complètement différent du côté institutionnel. Mais du côté particulier, les certifications ne sont pas utilisées par le grand public pour faire le choix des produits, sauf pour vraiment la niche de consommateurs très responsables qui va chercher ces produits-là. Si vous regardez cette question, utilisez-vous dans la dernière année les certifications pour faire vos choix de produits, vous avez à peine 18% des consommateurs qui vont l'utiliser. Vous êtes à plus de 50% qui n'utilisent rarement ou jamais ces certifications-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que la certification, c'est un des freins majeurs à la consommation responsable. Donc du coup, au lieu d'aider le consommateur à faire son choix, ça le freine. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas les certifications, il y en a trop, il n'y a pas d'informations, donc du coup, le consommateur n'est pas capable de faire son choix. On peut aller jusqu'à 5, 10 certifications par type de produit selon les catégories de produits quand on est dans ces choses-là. Vous l'avez ici, certification peu connue. Si vous prenez certains chiffres, vous avez Prenez par exemple le cas de Fairtrade ou le cas que j'aime bien, ce qui est quand même le plus déterminant, c'est Ecologo, qui est quand même censé être connu. 62% des consommateurs, lorsque vous leur montrez les logos ici au Québec, n'ont jamais vu Ecologo. Donc vous dites bien qu'une entreprise qui fait du grand public, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, elle n'a pas vraiment le choix. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas Ecologo, mais n'utilisez pas Ecologo dans votre stratégie de mise en marché, dans votre stratégie commerciale. Ce n'est pas ça qui va fonctionner. Par contre, c'est extrêmement important de l'avoir en termes de crédibilité. Mais dans l'argument commercial, ce n'est pas ça que le consommateur va chercher. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises vont utiliser uniquement ce type de communication-là pour séduire le consommateur. Ensuite, un citoyen consommateur qui suit certaines tendances de consommation, vous le savez, à l'heure actuelle, ce qui grossit beaucoup, c'est la consommation locale. Donc la consommation locale, on a une dimension économique et sociale au niveau de l'éco-responsabilité. Il faut le prendre en compte, ça fonctionne très fort au niveau du consommateur. Cette année, vous allez le voir le mois prochain, ça a encore énormément augmenté. C'est un comportement très fort de la part des consommateurs québécois. Dans le top 20 l'année dernière des produits, on retrouvait 9 produits locaux qui étaient les plus achetés par les consommateurs québécois. Ça grossit beaucoup. La consommation environnementale, quand même, résiste à la poussée du moins consommé et du local. Donc, il y a quand même quelque chose qui est aussi assez intéressant là-dessus. Et ce qui est aussi pertinent, c'est de voir des nouveaux secteurs en émergence. Donc, tout ce qui concerne, bien entendu, les voitures. Cette année, on va beaucoup sortir de chiffres sur les voitures hybrides électriques, tout ce qui est les scooters électriques, les vélos électriques, etc. Et aussi l'habitation. Je pense que vous voyez énormément d'annonces en ce moment sur des condos écologiques, des maisons écologiques, etc. Donc là, on voit quand même qu'on part d'une niche, c'est une niche de consommateurs, mais il y a un intérêt de plus important pour ces consommateurs à aller vers ce type de marché-là. Donc là aussi, on a une progression qui est assez intéressante de la part des consommateurs pour aller vers ce type de marché à ce niveau-là. Dernièrement, et ça, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est une transformation complète de l'économie, vous le savez. C'est un citoyen consommateur qui se détourne de l'économie traditionnelle. Donc, en tant que PME, il faut réfléchir aujourd'hui à comment réagir face à ce type de comportement-là. Donc,
Statistique qu'on avait l'année dernière et qui est à peu près la même cette année, on a quasiment 9 consommateurs sur 10 qui nous mentionnent qu'il faut aujourd'hui revoir les modes de vie, et des modes de consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent de moins en moins passer par les entreprises traditionnelles, veulent de plus en plus consommer entre eux et veulent devenir leurs propres marchands. Donc là, les entreprises ont un certain rôle à jouer. Première tendance qui est assez forte, c'est le fait maison. Donc là, il y a un marché à prendre pour les PME, parce qu'il y a des produits qui peuvent rentrer dans le fait maison. Ça, c'est la tendance du déconsommer, du mieux consommer. Donc, il y a plusieurs marchés qui se développent là-dessus, pour regarder des chiffres qui sont intéressants. Bien entendu, la croissance économique de seconde main, je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les chiffres, mais pour regarder l'indice Kijiji qu'on a sorti cette année, ce qui est intéressant, c'est de regarder la croissance et le poids de ce type d'économie-là. Ce que le consommateur va rechercher, bien entendu, c'est l'économie d'argent, c'est tout ce que l'on peut faire grâce à l'économie de seconde main. Le nombre, vous avez ici en bas par exemple, 84% des Canadiens ont donné une deuxième vie à des objets dans la dernière année, c'est 1,8 milliard de produits. Donc c'est un marché qui devient extrêmement fort. Vous avez, pour l'instant au Québec, on est quand même la province où notre indice d'intensité est le plus faible, mais c'est quand même assez intéressant. Deuxième chose, c'est la croissance économique collaborative, juste 2 chiffres qui vous donnent. 2014, le marché est estimé à 15 milliards. 2025, Price l'estime à 335 milliards de dollars. Donc je pense que les PME doivent réagir à ce type d'offre-là. Si vous regardez juste les acteurs principaux, vous avez le type de valorisation, c'est assez impressionnant. Quelques chiffres en avance sur le baromètre qu'on va sortir le mois prochain. Vous voyez les types de pratiques que les Québécois ont. C'est une transformation complète des modes de consommation aujourd'hui. Donc les consommateurs, finalement, québécois, aujourd'hui, utilisent de plus en plus ces modes de consommation-là pour obtenir des produits, des objets, sans avoir à les acheter, sans avoir à passer par l'économie traditionnelle. Donc là, il y a finalement à repenser comment on peut rentrer sur ces marchés-là. Je vous ai juste mis là, le cas du service pour Airbnb, mais vous avez presque 10% des Québécois qui, dans la dernière année, ont utilisé la plateforme Airbnb. Puis si vous regardez en bas, vous avez 60% qui vont augmenter l'utilisation de ce type de plateforme-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, parce que vous l'avez ici, pour ces consommateurs-là, on n'est pas du tout dans des zones illégales. Hein. Pour eux, ce n'est pas du tout un problème de passer par ces plateformes-là, et les autorités n'ont pas à rentrer dans ce type de consommation. Donc c'est vraiment un marché qui est en forte progression. Je termine par quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus qu'ont à jouer les marques. C'est une consommation qui finalement n'est pas si responsable que ça, parce que nos études nous démontrent que les motivations à la consommation collaborative ne sont pas du tout des motivations qui, au départ, étaient des motivations plus de rejet de la société traditionnelle, de rejet de l'économie, d'allongement de la durée de vie des objets, etc. Finalement, les consommateurs, lorsqu'ils vont sur ces plateformes-là, c'est uniquement pour augmenter leur pouvoir d'achat et c'est uniquement pour la facilité d'utilisation de ces plateformes-là. Et résultat, ce que vous pouvez avoir, c'est qu'au lieu qu'on ait un allongement de la durée de vie du produit et un impact sur l'environnement qui est plus important, comme le mettent en avant tous ces acteurs-là, pour regarder les publicités de Blablacar en France, etc., mais on peut avoir un phénomène d'hyperconsommation et de consommation ostentatoire. Donc finalement, ces plateformes-là amènent les gens à consommer beaucoup plus que ce qu'ils auraient consommé d'habitude, et surtout, ça amène les gens à consommer des choses qu'ils n'auraient jamais pu s'acheter avant. Donc on est dans un effet complètement contraire à la consommation responsable que ce qu'on aurait voulu au départ. Donc ça amène aussi beaucoup de réflexion au niveau de la consommation collaborative. Donc je suis parti un peu loin là-dessus, mais c'était pour vous montrer qu'il y a vraiment une évolution au niveau du consommateur qui est assez intéressante à prendre en compte à ce niveau-là. Donc,